Bon. Bon, allez, on est parti. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour tout Bonjour. le monde. Bienvenue à ce quatrième épisode de visioconférence organisé par le comité Avéro-Lozère. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu moins nombreux parce que le travail a repris, parce qu'il fait beau, parce qu'on a envie d'être dehors et pas être peut-être devant l'ordinateur. Donc, on sera en comité un petit peu plus restreint aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais invité Olivier Azara. Donc, Olivier vient du club de Millau et il va se présenter un petit peu plus précisément par la suite. Et Olivier, en fait, va présenter donc la mise en place d'un projet de jeu dans un club. Un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est des fois très difficile à mettre en place. Millau est un club de 150 licenciés. Et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de voir comment Olivier mettait en place, parce que ce qu'il va présenter, c'est ce qu'il va commencer peut-être à mettre en place l'année prochaine. Il nous l'expliquera. Parce que dans des clubs voilà, de 100, entre 100 et 150 licenciés, bah, il faut peut-être avoir un projet de jeu, un projet technique. Et donc, du coup, Olivier, par son expérience aussi, va nous présenter cela. Voilà. Donc, Olivier, je te passe la main. N'hésitez pas, on est en comité restreint. Voilà, n'hésitez pas des fois à débrancher à enlever vos micros, enfin remettre votre micro pour intervenir si vous avez des questions, ou alors d'attendre la fin si vous en avez d'autres. Voilà. Olivier, je te laisse. À tout à l'heure. Ok, merci Anthony. Oui, donc bonjour à tous. Donc pour finir rapidement ma présentation, donc je suis salarié du Sam Basket Millau. J'ai été avant ça, je suis arrivé donc en août 2018 à Millau. Avant ça, j'étais sur un groupement d'employeurs sur des clubs de la région toulousaine. J'étais notamment sur 2 clubs et j'ai eu quelques missions aussi pour le comité départemental de Haute-Garonne. Donc voilà. Donc Anthony m'a demandé un thème qui rassemblait autour du club. Donc j'ai choisi ce thème-là, le projet de jeu, parce que c'est quelque chose que je connais un peu. J'ai eu à le mettre en place dans les clubs où j'étais sur la région toulousaine. Donc je vais pouvoir vous en parler. Je vais essayer d'être complet sur le sujet. Comment j'ai organisé ça? Voilà, vous le voyez à l'écran, j'ai posé quelques questions. Donc la première, c'est pourquoi créer un projet de jeu? Comment le réaliser? En troisième, on va regarder comment on peut le mettre en place dans le club au quotidien. Et ensuite, il y a une dernière petite question sur quels sont les bénéfices. Donc ça va un peu reprendre tout ce qu'on aura vu pendant l'heure. Pour terminer l'introduction, qu'est-ce que c'est qu'un projet de jeu? Commencer par ça. Alors, ce que moi je définis comme un projet de jeu, c'est une vision globale de tout ce qu'on va mettre en place sur le terrain avec les joueurs et les coachs. Ce n'est pas qu'un projet technique. Anthony a parlé de projet technique. Le projet technique, pour moi, fait partie du projet de jeu, mais il y a aussi le projet, ce qu'on pourrait appeler un projet collectif, c'est-à-dire comment on va faire jouer nos joueurs en attaque, en défense, sur les différentes phases de jeu. Quel état d'esprit, comment on va se comporter sur le terrain. Et bien évidemment, de ça va découler tous les aspects tactiques, tout ce qui va se rapporter au choix des joueurs sur le terrain, les prises d'initiative également, et aussi tous les contenus techniques. Donc ça englobe tout ça, un projet de jeu, donc c'est quelque chose d'assez copieux hein, dans sa construction. Donc pourquoi créer un projet de jeu? La première chose pour moi, c'est que ça va donner une identité au club. Quand vous allez avoir tout un club qui joue de la même façon, entre guillemets, ça va vraiment être identifié, une façon de jouer commune à un club. Pour moi, c'est quelque chose, alors ça c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai déjà vu par le passé, c'est que souvent on affronte des clubs pardon, pendant la saison et on va jouer une équipe de U13 masculin par exemple le samedi, ils jouent de telle façon et la semaine suivante on va jouer le même club avec une équipe de U15 et ça joue pas du tout pareil parce que en fait ce n'est que alors l'équipe joue d'une façon mais elle joue avec l'identité du coach souvent et non pas celle du club.
Donc, et ça, c'est quelque chose que je remarque depuis pas mal d'années sur des clubs de niveau intermédiaire, voilà, sur du départ région, des clubs comme celui auquel je suis là, Mio, ou ceux que disait Anthony, des clubs à 100, 150 licenciés. On a à peu près, voilà, on a des équipes dans chaque catégorie, on a quelques trous de temps en temps, mais voilà. Donc, il n'y a pas réellement d'identité et de façon de jouer, un savoir-faire propre au club. Donc ça va, le projet de jeu va nous permettre de vraiment identifier ce basket-là et le mettre en place. Aussi, on va pouvoir définir des objectifs d'apprentissage. Donc, bien évidemment, si on choisit une façon de jouer, on va la définir dans chaque catégorie. Et derrière, on va cibler des objectifs, on va valider des objectifs. Fin de U11, les enfants doivent savoir faire ça ou ça, sur les phases offensives et défensives. En U13, ils sont censés savoir faire ça, faire ça. Donc, ce qui va permettre, on va pouvoir définir donc ce que je disais, des objectifs, et on va pouvoir voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on doit travailler pendant l'année, qu'est-ce qu'on doit renforcer s'ils sont en retard, ou à l'inverse, passer à autre chose s'ils sont en avance. Voilà, ça va permettre de vraiment définir des objectifs sur qu'est-ce qu'on va faire pendant la saison avec les enfants, d'un point de vue collectif et technique. Ça va permettre aussi d'assurer une continuité dans le développement du joueur. À savoir si, alors là c'est pareil, hein, c'est de l'expérience. J'ai vu des clubs où il y avait des très bons coachs hein, qui démarrent avec un coach qui est en U13 par exemple. Les enfants vont apprendre des choses, vont travailler sur des outils techniques et l'année suivante ils vont passer en U15 et c'est un autre coach qui a une autre vision des choses, qui va mettre l'accent sur d'autres éléments techniques et voilà. Et tout ce qu'il aura appris en U13 ça va un peu se perdre, ça va se diluer et il n'y aura pas de continuité dans la progression du joueur et dans le travail du joueur. Donc là c'est pareil, ça va, comme dans les objectifs d'apprentissage collectif, ça va être la même chose sur le développement du joueur. On sait qu'en U11 il nous faut des outils techniques d'une certaine façon, en U13 d'une autre, et on va pouvoir suivre comme ça l'évolution du joueur de catégorie en catégorie. Autre chose sur un projet de jeu, ça va favoriser les échanges. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai observé. Favoriser les échanges, harmoniser le travail des entraîneurs, c'est ce que je disais. C'est que les entraîneurs vont faire entre guillemets les mêmes choses, parce qu'ils ne vont pas faire tout le temps les mêmes choses, mais ils vont travailler de la même façon, ils vont travailler sur le même outil, donc le projet de jeu, et derrière, ça va donc lisser le travail. Donc, les entraîneurs vont amener leur touche personnelle, leur identité, leur expérience au sein d'une équipe, d'un groupe, mais la trame de fond va être identique. Ça va permettre aussi d'avoir les mêmes problématiques pour les coachs d'une catégorie ou une autre. Je pense par exemple à un coach qui est en U15 masculin et un coach qui est en U15 ou une coach qui est en U15 féminin. Ils vont peut-être avoir les mêmes problématiques pendant la saison sur tel ou tel aspect collectif ou technique qui seront à travailler et ils vont pouvoir échanger. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai observé dans le club où j'ai commencé, où il y avait pas mal de coachs, pas mal d'équipes, mais chacun travaille dans son coin et il n'y avait pas d'échange. À partir du moment où on a mis ça en place, les gens se sont... Alors il faut se l'approprier, on va voir aussi après, mais après les gens ont commencé à échanger autour de ce projet de jeu, ce qui a permis de vraiment donner son avis, voir comment on fait à l'entraînement avec les jeunes sur un thème précis, comment toi tu peux, comment tu as géré le problème, comment tu as réussi à leur apprendre ça, Et ça permet vraiment de créer un groupe de travail avec un outil commun, même s'ils vont après chacun travailler indépendamment sur leur montage de séance, c'est pareil, c'est pas obligatoire qu'ils travaillent tous de la même façon. Ensuite, ça va faciliter l'intégration. Le dernier point important aussi pour moi, c'est faciliter l'intégration des nouveaux entraîneurs. Alors, l'intégration des nouveaux entraîneurs, quand je dis ça, c'est pas forcément que les entraîneurs qui arriveraient de l'extérieur, qui peuvent être référencés, des coachs avec de l'expérience, qui vont utiliser l'outil du projet de jeu et vont dire, bon, ben voilà, ce club, ils veulent jouer de telle façon, ils font ça à partir de U15, par exemple, s'il est en responsabilité des U15, et il va savoir voir, lui, comment se passe le projet de jeu, qu'est-ce qu'on attend des jeunes joueurs, et derrière, il va pouvoir le mettre en place. Mais ça va aussi servir à l'intégration des nouveaux entraîneurs, ceux qui ne sont pas encore entraîneurs, qui vont le devenir. Je pense à des joueurs, par exemple, seniors, masculins, féminins, qui vont prendre une équipe de jeunes
pour une première année parce que voilà, ils veulent coacher, ils veulent rendre un service à leur club, mais ils n'ont pas forcément les billes, ils n'ont pas les outils, ils ne savent pas forcément que peut faire un jeune à cet âge-là. Moi, personnellement, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on m'a dit tu vas prendre des U15 parce que je voulais aider le club et coacher. J'ai coaché des U15, je ne savais même pas ce qu'étaient capables de faire des U15. Voilà, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait leur apprendre, tout ça. Alors, je me suis documenté. Mais si on a un outil commun au club, le joueur va pouvoir très vite savoir qu'est-ce qu'il doit travailler avec les jeunes, qu'est-ce qu'il doit attendre d'eux. S'il était joueur dans ce même club et que le projet de jeu est commun à toutes les équipes jusqu'en senior, il peut même l'avoir pratiqué en tant que senior. Donc, ce qui veut dire que derrière, il va être capable d'évaluer plus facilement les situations collectives, notamment les situations de jeu, et y remédier parce qu'il aura vécu en tant que joueur ou il le vivra encore parce qu'il peut être aussi coach et joueur. Et ça va être plus facile pour lui, plus facilitant dans les premières années parce qu'il ne sera pas perdu, quoi. Il va être capable de voir un peu voilà, ce qui ne va pas sur le terrain, les intentions qu'on va donner aux joueurs, si c'est les mêmes enseignants, il les connaît, donc derrière, il peut les faire passer, il peut faire passer les idées. Voilà pourquoi créer un projet de jeu. S'il y a des questions, on peut les faire maintenant si vous voulez. Sinon, j'enchaîne. S'il y a des questions, on peut les faire, on a le temps, je pense. Donc, Oui, bah, je te tiendrai au courant. tu me dis. Ouais, je te dirai. Après, il y a le chat là, donc n'hésitez pas à faire passer vos questions aussi par le chat. Alors, comment le réaliser? C'est là la chose pour moi la plus compliquée parce que c'est beaucoup de travail. C'est quelque chose d'assez consistant. Il faut, si on veut le faire vraiment dans toute sa profondeur, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut, pour moi, créer d'abord un groupe de réflexion. Alors ça, c'est pareil, c'est issu de mon expérience, même si bon, c'est un peu bateau comme terme, mais bon, il faut monter un groupe de réflexion. La première fois que j'ai créé un projet de jeu, je l'ai monté tout seul. Je l'ai monté tout seul parce que c'était quelque chose que j'avais vu au club et je voulais le mettre en place. On m'a laissé faire et je l'ai mis en place. J'ai eu un peu de mal derrière à le mettre, à le créer. Bon, je l'ai fait tout seul, mais après à le mettre en place derrière sur le terrain, ça a été plus compliqué parce que les entraîneurs ne se l'étaient pas approprié. Donc il a fallu un temps où voilà, que chacun commence à maîtriser ces formes de jeu de façon à ce qu'il puisse vraiment derrière se l'approprier, le maîtriser et après pouvoir l'enseigner du mieux. Donc l'idée, c'est de monter un groupe. Alors, entre 4 et 6 personnes, s'il y a trop de monde, ça va être trop complexe parce qu'il va y avoir plein d'idées et donc ça va être compliqué de contenter tout le monde aussi. Ce groupe de réflexion, ça peut être des coachs, mais pas uniquement. Ça peut, comme c'est un projet de jeu, c'est un projet issu d'un projet de club aussi, donc on peut avoir des gens du bureau. Alors, forcément, il faut qu'ils aient des connaissances qui soient affiliées au jeu, mais ça peut être des anciens entraîneurs qui sont à la direction du club, président ou autre, ou un responsable sportif, quelqu'un qui aurait un peu plus de recul. Voilà, il ne faut pas que ce soit uniquement des coachs. Je pense qu'il faut avoir une vision plus large. Et entre 4 et 6 personnes, je pense que c'est le bon chiffre, en sachant qu'il va falloir aussi se partager le travail, parce qu'il y a quand même des choses concrètes à faire à un moment donné et qui prennent du temps, comme je disais. Pour moi, je pense qu'il faut partir d'un constat ou d'une philosophie. Donc là, pareil, il faut que les gens de ce groupe de réflexion échangent sur comment ils voient les choses, comment ils veulent mettre en place les choses sur le terrain. Si certains sont peut-être, je ne sais pas moi, plus orientés vers du jeu rapide, des choses qui sont très, très rythmées, très agressives, l'agressivité sur le porteur de balle, ce genre de choses, on peut aller vers ce genre de choses. Il faut que chacun puisse échanger, poser peut-être sur une feuille voilà, les idées. Faut aussi diagnostiquer un peu son club. Hein. C'est-à-dire que voilà, si on a 100, 150 licenciés, que des fois on a un niveau de pratique qui est à peu près voilà, régional, on va dire, ou départemental de certaines générations, qu'on a 2 ou 4 entraînements par semaine avec les jeunes, c'est pas la même chose. Donc il faut aussi voilà, faut essayer faut voir en fonction de ses moyens, la capacité qu'on va avoir à mettre en place ce projet de jeu. Donc il faut voilà les objectifs du club. Donc ça peut venir aussi du bureau par rapport aux objectifs sportifs. Voilà, si on projette d'avoir une équipe à un plus haut niveau plus tard, donc il faut le prendre en compte. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut mettre sur la table, noter et pour pouvoir voilà avoir tout
tous les outils, tous les éléments pour la création de ce projet de jeu. Ensuite, il va falloir le décliner sur les catégories. Là, c'est pareil. Le projet de jeu ambitieux d'un club, ce serait de monter à partir de U11, voire U9, jusqu'à senior. Bon, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui doit se réaliser sur plusieurs saisons. Ce que je disais tout à l'heure en off, Anthony, c'est à Millau, par exemple, on est encore dans l'état de réflexion. On n'est pas encore, voilà, notre réflexion n'a pas abouti et on a mis une demi-saison, parce que cette saison s'est arrêtée. Il faut faire des essais sur le terrain avec les joueurs, à l'entraînement ou en match. Il faut tester sur une catégorie. Personnellement, quand j'ai créé la première fois un projet de jeu, je l'ai testé sur une catégorie U15 masculin qui joue en région. Voilà. Et je suis parti de là. Et ensuite, je l'ai décliné sur les catégories en dessous et je l'ai décliné sur les catégories au-dessus. Mais j'ai testé pendant une saison et demie pour voir si c'était viable, ce que je voulais mettre en place, si ça fonctionnait ou pas. Donc, dans le choix des catégories, si on est, comme je vous dis, si on est sur quelque chose d'ambitieux, on va le porter de U9 ou U11 jusqu'à senior. Et ce sera encore plus fédérateur et encore plus simple à l'avenir. Une fois qu'il sera créé, ce sera encore plus simple. Maintenant, bon, c'est pas toujours faisable. Autre chose, pour pouvoir évaluer un petit peu son travail, il faut définir des objectifs. Donc, ce que je disais, alors je vais vous montrer tout à l'heure dans un document, des objectifs à moyen terme, mais ce sont des objectifs vraiment quantifiables. C'est-à-dire, par exemple, vous allez vouloir créer un projet de jeu qui va être de la catégorie U11 à senior, et vous voulez qu'en U17, vous ayez un joueur qui intègre l'équipe senior masculine tous les ans. Alors, quand je dis intègre, c'est pas juste dixième et il est là sur le banc et il joue quand le coach peut le laisser jouer. C'est vraiment intégrer l'effectif et est capable de jouer et joue un rôle au sein de l'équipe. Donc ça, par exemple, ça peut être un objectif mesurable. Vous dites, votre objectif, c'est de sortir un jeune. Si le gamin joue dans le même projet de jeu que les seniors depuis 2 années en cadet et qu'il joue le même depuis même U13, c'est juste qu'il est développé et amélioré, étoffé d'année en année, ben, il va arriver en senior, il ne va pas être perdu, il va être capable de jouer. Il va être capable de jouer avec les seniors. Moi, je l'ai vu. Alors, bien évidemment, hein, si on est sur des catégories prénat, N3, tout ça, ça sera plus compliqué. Mais sur de la R2 ou la R3, c'est pas un problème. Ils peuvent jouer à partir du moment où ils jouent le même basket que les copains avec qui ils jouent. Donc, si l'équipe joue, les seniors jouent le même basket, il s'en sortira. Donc, ça peut être un objectif. Pareil, intégrer un autre objectif que vous pouvez poser, c'est que qu'il y ait au moins 2 premières années qui intègrent le 5 de départ de la catégorie supérieure. Par exemple, un U13 qui va passer en U15, dans son année U14, l'objectif, c'est qu'il intègre le 5 de départ. Ça aussi, c'est un bon moyen pour mesurer le lien entre les catégories. S'il est capable de jouer de suite avec la catégorie au-dessus, c'est que le projet de jeu est viable et que ça fonctionne entre les catégories. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qu'il faut pouvoir quantifier pour pouvoir évaluer vraiment le projet de jeu, si on est dans les clous, si ça fonctionne ou pas. Ensuite, une grosse partie du travail, ça va être la façon de le rédiger et sa mise en forme. Donc là, je vais vous montrer deux petits projets de jeu. Alors, il y en a un, c'est plus un projet technique que j'ai trouvé sur Internet tout bonnement en cherchant, en fait. Je vais le trouver, tac. Non, il n'est pas là. Je ne sais plus où il est. Hop. Là. Hop, vous voyez là? Ouais. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je vois pas. Ça va peut-être arriver. Si tu veux enlever peut-être enlève ton document. Ah, j'ai enlevé le PowerPoint, peut-être qu'il viendra après. Ah, attends. Ouais. Tac. Tac. Vous le voyez ou pas là? Non plus. Moi, je ne l'ai pas. Vous l'avez pas. Alors.
Alors, attendez, je vais essayer de... Je sais pas pourquoi, parce que je fais... Si tu enlèves ton document, non? Tu l'as enlevé ton document? Et je l'ai enlevé, ouais. Bah, moi, il est toujours. Je l'ai enlevé, mais... Ah bon? Ouais, moi, il est toujours. J'arrive pas. Pourtant, je l'ai enlevé. C'est dingue, ça. Alors, attendez, je vais revenir sur... Alors, attendez. Sinon, arrête ton partage. Ouais. Arrête ton partage et puis tu remets un autre document et tu. Alors, il faut que je fasse peut-être nouveau partage, sinon. J'ai pas fait... Ah, tiens. On va y arriver. C'est bon, là? Voilà. Si, très bien. Impeccable. Ok, on va y arriver. Voilà. C'est Je bon, connais pas ça. encore l'outil. Ben oui, mais c'est fait partie des petites choses. Donc voilà, donc ce que je disais par rapport à sa façon de le rédiger. Donc là, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet d'Oral de Vitré, donc un club de plus haut niveau que ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu comment ils avaient orienté eux leur document, et je vous montrerai ce que moi j'avais fait à l'époque. Voilà. Donc, il démarre, vous voyez, bon, il y a un groupe de réflexion, je vous disais tout à l'heure, et ensuite, voilà, une intention, défendre fort, courir, partager la balle. Donc, ça peut être ce genre de choses, c'est ce qui rejoint la philosophie un petit peu, ce que je disais tout à l'heure. Alors, ils ont fait un petit schéma, l'intensité, tout ça, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, enfin le sens. Il y a des objectifs de formation, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et ensuite, ils l'ont beaucoup mis dans le texte. Et derrière, le savoir-être, l'éducation. Donc là, c'est très complet sur la formation du joueur. Ce qui m'intéresse, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était ça, c'est les contenus et catégories. Donc, eux, ils ont fait la liste du travail technique qu'ils souhaitaient réaliser dans leur catégorie. Alors, avec les intentions tactiques, donc là, ça va rejoindre un petit peu le projet de jeu. Voilà. Alors, moi, je trouve personnellement que c'est pas assez, c'est trop large. Mais bon, c'est un club qui a quand même des gros moyens. Ils ont, je pense, des joueurs qui s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine. Donc, c'est pas la même chose que quand vous les avez une à deux fois. Donc, ils ont donné des intentions tactiques. Ils ont mis du travail. Ils ont recensé tout le travail physique qui était utile au, au, au projet de jeu. Et ensuite, ils ont mis une colonne d'hiver. Vous voyez là, les U7, U9, U11, il y a marqué 2 entraînements en semaine. Donc là, ils ont 2 entraînements. Les U13, ils ont 2 clubs plus 2 sections sportives. Vous voyez ce que je dis, c'est des entraînements, ils ont 4 sessions par semaine. Moi, si on devait faire un projet de jeu, ou si, quand je vais le faire à Mio, parce que j'espère qu'on va le réaliser, je vais prioriser vraiment les outils, le travail technique. Je ne dis pas, bien évidemment, on est dans les fondamentaux, il faut que les jeunes joueurs apprennent quand même beaucoup de choses, voient beaucoup de choses. Maintenant, si vous avez les jeunes 2 fois par semaine et que vous avez, par exemple, vous voulez développer du jeu rapide, vous allez devoir avoir des joueurs qui sont capables de faire ce jeu-là. Donc, il va falloir certains outils techniques. Donc, c'est à vous de recenser les outils techniques qui sont prioritaires pour ce jeu-là. À l'inverse, si vous voulez faire un jeu, enfin, à l'inverse, si vous voulez développer un jeu autour du partage du ballon, de la circulation de balles, du jeu non porteur, vous n'allez pas forcément travailler le dribble en permanence avec vos joueurs. Alors, certes, il faut qu'ils sachent un peu faire des choses, qu'ils sachent manier la balle, mais vous n'allez pas développer le 1 contre 1 avec ballon à outrance si vous voulez proposer un jeu qui est autour du partage de balles et que vous allez surtout développer le 1 contre 1 sans ballon. Donc voilà, il faut vraiment prioriser le travail technique. Donc pour moi, il doit y avoir 2, 3 thèmes, pas plus. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire le reste, mais ça, c'est dans les référentiels de la Fédé, de tout ce qu'on peut trouver, le cahier technique, tout ça. Donc, je veux dire, voilà, on sait ce que doivent travailler les U7, U9, U11, U13, et ainsi de suite. C'est juste qu'il faut vraiment choisir les choses qu'on va vraiment développer et perfectionner. C'est vraiment ça l'idée.
faut pas en choisir 15 parce que si on a les enfants, encore une fois, si on les a une à deux fois par semaine, on ne pourra pas tout faire. Donc, on va survoler et donc ils ne seront pas performants avec certains outils techniques et ils ne seront pas capables derrière de jouer ce que vous allez leur demander de faire sur le terrain, de jouer le basket que vous allez leur demander. Donc là, pour revenir sur le blog, vous voyez, il y a tout travail technique, les intentions tactiques. Là, c'est pareil, moi je trouve que c'est très large. C'est très large. Bon, voilà. Je pense que eux, ils ont, ce que je disais tout à l'heure, hein, ils ont beaucoup de moyens. Donc, comme ils ont des moyens, ils peuvent voir beaucoup de choses et donc ils vont avoir un projet de jeu qui va être beaucoup plus étoffé qu'un club qui a assez deux fois par semaine. Donc ensuite, ils ont décliné en savoir-faire pré-collectif pour les catégories mini-basket. Et ensuite, en U13, voilà. Donc il y a une idée, projet de jeu défini, jeu collectif simple et intense. Oui. Donc vous pouvez organiser le document de cette façon-là. Ça, c'est assez clair, on comprend les choses. Voilà. Il y a occupation du terrain, par exemple, donc le jeu rapide, ce qui est dans les prérequis pour les U13. Là aussi, pour moi, c'est trop large. Ça ne définit pas vraiment la façon de jouer qu'on veut mettre en place et qu'on va mettre en place. Donc voilà, donc là, ils déclinent sur toutes les catégories jusqu'à U17. Donc là, après, ils reprennent les individuels. Donc c'est un document qui est très complet, mais très, très large. Alors, je vais vous montrer si... Hop, je vais essayer de vous montrer le... Tac. Ok. Vous l'avez le doc là? Ouais, moi de mon côté, c'est bon. Donc ça, c'est ce que j'avais fait, moi, à l'époque. Donc la première fois que j'ai créé un projet de jeu. Voilà. Donc comme je vous disais, je l'ai fait tout seul. Donc ça a été un peu compliqué d'ailleurs de le mettre en place parce qu'il a fallu que je suive vraiment les entraîneurs pour être sûr qu'on se mettait bien d'accord. Moi, ce projet de jeu, il n'y a pas les outils techniques. C'est les outils techniques et le repère technique et tout le travail technique, je l'avais mis après parce que justement, j'avais d'abord mis en place le collectif et les intentions. Et une fois que tout ça, ça tournait au bout d'un an et demi sur la catégorie 15, je l'ai décliné sur les autres catégories. Et une fois que ça a été fait, avec les autres coachs, on a vu un petit peu quels outils techniques il fallait qu'on développe en priorité, ou du moins qu'on perfectionne. Parce qu'encore une fois, dans les jeunes catégories, il faut qu'ils aient quand même un éventail assez large, donc ils doivent voir quand même beaucoup de choses. Mais ça nous a permis, une fois que ça tournait sur le terrain, d'identifier vraiment les outils techniques nécessaires à la réalisation du projet de jeu. Donc moi, je l'avais organisé comme ça. Donc là, j'avais fait des schémas, par contre, avec donc la structure de jeu. Bon, là, c'est une situation de départ. C'était pour une catégorie U17. Là. Et donc, j'avais donné les repères observables qu'on va pouvoir donner aux joueurs sur le terrain. Voilà, donc là, par exemple, là, sur la situation, le joueur 1 se place dans le couloir intermédiaire. Donc ça, c'est tout le lexique un petit peu qu'on va donner aux joueurs, le référentiel, et que les coachs vont utiliser. Important d'utiliser le même langage, donc le langage du projet de jeu qu'on aura défini au préalable. Et comme ça, les joueurs vont s'y retrouver d'une saison à l'autre, d'un coach à l'autre. On va parler le même basket. Les aspects tactiques, donc là, ça va être tout ce qui va se rapporter au choix du joueur, hein, tout bonnement. Donc, on va avoir donc sur cette situation, par exemple, le joueur, je vais donner tous les choix des joueurs. D'accord? Donc, c'est les choix prioritaires. Bien évidemment, on ne va pas se formaliser et jouer d'une façon stéréotypée systématiquement les situations. C'est les choix prioritaires sur lesquels ils vont travailler et apprendre les situations de jeu. Une fois que les joueurs ont une certaine maîtrise du collectif, ça vous l'avez observé, si vous êtes entraîneur, vous l'avez déjà observé, ils vont prendre des initiatives, mais ils vont savoir quand est-ce qu'ils peuvent les prendre, quand est-ce qu'ils doivent les prendre, parce qu'ils ont tous une maîtrise du collectif. Donc ça, ce sont que les repères, on va dire, prioritaires, sur lesquels on va travailler au départ quand on apprend à jouer sous cette forme de jeu. Donc là, c'est une forme de jeu. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a du texte. Je ne sais pas si vous le voyez là, si vous arrivez à lire les textes, parce que c'est un peu écrit petit. Ouais, non, mais c'est bon. Voilà. Donc, par exemple, voilà, sur le joueur 2, donc, qui est ici, donc j'avais marqué comme choix, passe à 3, entre en relation avec 4 et 5,
ou joue le 1 contre 1 sans ballon après sa passe, d'accord, ou passe à 5. Donc en fonction de ça, vous allez avoir les repères. Donc quand est-ce qu'il doit faire la passe à 5, quand est-ce qu'il doit descendre le ballon, quand est-ce qu'il doit jouer le 1 contre 1 sans ballon, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce travail-là, il est quand même fastidieux. Il ne faut pas se le cacher parce qu'il faut tout reprendre, toutes les situations et écrire tous les choix possibles que va avoir le joueur et ensuite donner les repères pour savoir quel choix, enfin, s'il fait un bon choix ou pas. S'il fait un bon choix ou pas. Donc, est-ce qu'il fait un bon choix en fonction. Donc, c'est important de donner les bons repères. Et pareil pour les coéquipiers. Parce que si on n'a pas de repères pour les coéquipiers, ils ne vont pas se comprendre sur le terrain. Donc ça, c'est primordial. Donc, vous voyez, là, la liste des repères est quand même assez longue. Et ça, c'est juste pour une situation, une phase d'exploitation sur du jeu rapide. Et on va le décliner. Alors là, il y avait du jeu placé avec 4 extérieurs. Il y avait. Donc là, vous voyez, donc j'ai tout orienté. Pareil, là, c'était KD, donc c'est du jeu à 5. Je démarre toujours de la structure de jeu. Donc là, c'est renversement par l'arrière. Donc c'est une situation de renversement par l'arrière. Donc là, pareil, je donne les repères sur le terrain structurel, les choix tactiques et les repères tactiques. Donc encore une fois, je n'avais pas fait le technique au départ parce que je vous dis, je ne savais pas trop en créant ce projet de jeu, je ne savais pas trop quels outils techniques il fallait vraiment prioriser. Une fois qu'on a fait tout ça, après, je l'avais décliné. Donc voilà, donc vous voyez, il y a toutes ces situations de jeu, il y a des variantes avec dans le jeu à 2, dans le jeu à 3. Donc ça, c'est des choses un peu plus évoluées. Là, on est sur du U17, donc le projet de jeu s'étoffe. L'idée, c'est de créer quelque chose qui va démarrer par exemple en U11 et qu'on va étoffer de saison en saison. En U13, il va être un peu plus complet, le fond de jeu va être le même, les premiers repères qu'on aura donnés en U11 vont rester les mêmes, mais derrière, on va passer à des choses un peu plus complexes en U13, puis en U15, on va intégrer un joueur de plus pour la région Occitanie pour ce qui nous concerne, puisqu'on joue à 4 en Benjamin. Donc en ligne, on dirait par exemple le joueur intérieur, et ensuite en cadet, on va étoffer de nouveau. Là, je parle de l'attaque, je vous montre l'attaque, mais il y a aussi bien évidemment les aspects défensifs à prendre en compte. Donc j'avais décliné sur donc là, une variante, le jeu, donc là c'était 3 extérieurs et 2 intérieurs. Donc il y avait une variante aussi avec 2 intérieurs. Et après les défenses. Donc la défense individuelle, et puis après il y en avait d'autres, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est pas forcément. Voilà, c'est pas forcément agréable à regarder. Il faut s'y pencher dedans, le lire vraiment pour comprendre. Il y a les schémas à chaque fois, donc il faut aussi s'aider des schémas, je pense. C'est important. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Playbook, c'est quelque chose d'utile qu'on peut travailler sans problème. Voilà pour un peu la mise en forme. Moi, c'est celle que j'avais mis à l'époque. Après, chacun est libre de choisir sa mise en forme. Je pense qu'il faut, pareil, hein, il y a un groupe, si vous êtes capable de créer un groupe de travail, derrière, voilà, il y a des choses qui vont être échangées et vous allez définir une mise en forme commune qui va convenir à tout le monde. Et puis derrière, ça va aller se partager le travail, parce que comme je vous dis, c'est quand même quelque chose de très, très consistant. Donc il faut, par exemple, que certains s'occupent de la partie offensive, d'autres sur la partie défensive, en corrélation bien évidemment, parce que les deux sont liés. Voilà. Voilà pour comment le réaliser. Juste, Ouais, je vais te poser une petite question là qui me vient à l'esprit. ouais, Si tu as des nouveaux arrivants, parce que là tu nous ouais. définis un projet de, bon, en gros, voilà, de U11 à senior, mais si par exemple il y a un arrivant un joueur qui arrive en U17, qui n'a pas eu toute cette formation, comment tu fais pour l'intégrer? Quelles sont tes solutions? Alors moi, déjà, il faut voir son niveau de pratique. Faut voir son niveau de pratique. Si c'est un gamin, je l'ai vécu aussi ça. Si c'est un joueur qui a déjà un peu de bagage technique, au bout de quelques temps, il va appréhender le projet de jeu, il va réussir à s'exprimer dedans. Bien qu'il
il va quand même, moi je l'ai vu sur des joueurs que j'ai eu en U17 par exemple, des gamins qui avaient un peu de connaissances, qui avaient pas mal d'années de basket, ils se sont vite adaptés au projet de jeu, ils ont su jouer, mais ils n'en ont pas toutes les subtilités. Ça c'est une évidence, parce qu'il va leur falloir plus d'années. Toutes ces prises d'initiative dont je parlais tout à l'heure, ils les auront pas, ils vont rester très scolaires au début. Si le niveau de jeu est moyen du joueur ou intermédiaire par rapport au groupe que tu as, moi je le descendrai d'une catégorie. Alors pas définitivement, mais le descendre dans une catégorie en dessous, par exemple, un U17, tu descends en U15 pour une séance supplémentaire sur une séance collective. De façon à ce qu'il démarre par une version du projet de jeu un peu plus soft, un peu plus allégé, de façon à ce que quand il a un peu plus la maîtrise de ça, il puisse passer sur sa catégorie et puis derrière, il va voir un petit peu les variantes, ce qui a été rajouté. Il ne va pas prendre le bloc d'un coup. Voilà, ça va se construire comme une formation de joueurs au sein du club. Ok. Tu as cette solution que j'ai fait aussi pour des joueurs qui étaient un peu plus en difficulté. Quoi. Donc à U15, tu le passes en U13, voilà, tu lui proposes une troisième séance, s'il peut la faire, ou une à la place de sa catégorie, s'il ne peut pas faire les trois. Voilà. Ça marche, je te laisse continuer, Olivier. Alors, ensuite, ce qui va nous intéresser, qui n'est pas une mince affaire aussi, c'est comment le mettre en place au quotidien sur le terrain. Donc, la chose la plus facile, c'est toujours pareil de travailler avec les entraîneurs. Comme je disais tout à l'heure, ça crée quand même un lien entre les coachs et une forme d'harmonie du travail. Il va forcément, on va définir les situations pédagogiques sur lesquelles on va travailler. Alors, ces situations elles vont être plus ou moins préétablies déjà, parce que si vous voulez travailler sur des situations de jeu réduit à 2, à 3, vous allez tirer ces situations de jeu réduit de vos phases de jeu, de votre projet de jeu. Donc, vous savez concrètement ce que vous devez travailler sur du jeu à 3, du jeu à 2, voilà, en fonction des thématiques que vous allez décider. Vous avez la situation sur laquelle vous devez mettre vos joueurs, sur quoi ils vont devoir jouer. C'est un avantage quelque part, c'est que si vous avez fait ce travail en amont qui est consistant, derrière, ça va être quand même beaucoup plus facile au quotidien sur vos séances. Donc c'est un travail de préparation pour que tout le reste de la saison, voilà, tout va être déjà préétabli, préfait. Donc il y aura juste des modifs à apporter, bien évidemment, mais les situations de pédard, on va les avoir. Pareil, moi j'incite souvent les entraîneurs à faire leur trame et de garder la même trame. Moi, j'ai une façon de fonctionner, d'autres coachs ont une autre façon. On a essayé d'harmoniser, nous, à Mio, la façon de faire pour qu'on travaille tous plus ou moins de la même façon sur une séance d'1h30. Ça, c'est important parce que les joueurs ont besoin si on veut optimiser la formation, ils ont besoin de repères. Plus ils sont à l'aise avec la séance et le contenu, plus ils vont pouvoir de suite être dans le travail. On ne va pas revenir en arrière, on ne va pas être dans les consignes, casser ce qu'a construit un coach pendant 2 ans pour reconstruire autre chose. Voilà. Donc c'est important d'harmoniser, comme un projet de jeu, d'harmoniser les séances. Alors je ne dis pas que toutes les séances doivent être pareilles ou que chaque coach doit faire toutes ses séances pareilles. On peut aussi sortir un peu des coups de temps en temps. Mais il faut quand même qu'il y ait une trame et une idée de construction de séance qui soit commune. Ça, je pense que c'est important. Pour l'optimisation de la formation, toujours pareil. Donc ça, ça c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place votre projet de jeu sur le terrain. Ensuite, programmer les contenus. Donc là, c'est pareil, c'est du travail en amont. C'est en début de saison, programmer tout ce qu'on veut travailler individuellement, et collectivement, et établir. Alors moi, je fonctionne par cycle. Voilà, il y a des coachs qui fonctionnent autrement. Moi, je fonctionne par cycle de vacances à vacances. Donc, généralement, c'est à peu près 6 semaines, entre 5, 6, 7 semaines. Et je définis qu'est-ce qu'on travaille dans cette période. Et comme j'ai ma séance qui est plus ou moins une séance type, derrière, voilà, je mets mon contenu par rapport à ça. Mes séances pédagogiques, je sais ce que je veux, parce que je sais ce que je vais faire travailler aux joueurs, parce que je l'ai sur mon projet de jeu. Et donc, derrière, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, ça va être beaucoup plus simple sur toute la saison, sur le déroulé de la saison. On ne va pas se gratter la tête à un moment donné en se disant qu'est-ce que je vais leur faire ou voilà, on ne va pas perdre le fil de sa saison. Bien évidemment, c'est un peu indépendamment des matchs.
Mais bon, moi, dans les jeunes catégories, en tout cas, je ne fonctionne pas avec les matchs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a rencontré des problèmes en match le samedi que je vais le travailler à l'entraînement. Je le fais ça avec les grandes catégories. À partir de 17, ça m'arrive de le faire, ou en senior, mais je ne le fais pas chez les jeunes. J'ai une programmation et je travaille dans la programmation. Et le samedi, il y a le match, certes, mais je continue à travailler avec mes joueurs sur ce que j'ai mis en place à l'entraînement. Je renforce les acquis. Voilà. Si on a eu un problème sur un tel aspect du jeu, bon, mais ça, on le verra plus tard si on arrive dessus. Voilà, on peut y remédier pendant le match, on peut quand même faire une parenthèse, mais je ne vais pas m'attarder dessus, je ne vais pas faire une séance ou même voilà, une demi-heure dessus, je reste sur ce que j'avais programmé. Il faut définir aussi le temps d'entraînement. Donc, dans la programmation, définir le temps d'entraînement que vous avez avec les enfants et les conditions. Parce que ben, voilà, votre programmation, vous ne pourrez pas la faire. Voilà, vous ne pouvez pas programmer. Il faut le faire intelligemment. Quoi. Être conscient du temps et de la capacité des joueurs. Parce que, évidemment, les joueurs n'ont pas tous le même niveau. Donc, il faut un niveau, on va dire un niveau moyen sur lequel vous allez pouvoir mettre tout le monde. Certains vont être un peu au-dessus, d'autres vont être un peu en dessous. Et il faut essayer de trouver un niveau intermédiaire. Ce que je vous disais sur le projet de jeu tout à l'heure, le tester, c'est pour moi primordial. Le tester sur une ou deux catégories. Je pense que c'est le mieux de le faire sur deux catégories jointes, hein, U13, U15 par exemple, ou U15, U17. Je pense que c'est plus porteur de le tester sur un U13, U15 par exemple, où il y a une différence dans le jeu, parce qu'il y a un joueur de plus en Occitanie. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe d'une catégorie à une autre. Il faut le tester, ça peut prendre 2 ans, 3 ans des fois. Olivier, Voilà. Oui. juste sur le, je t'arrête, j'aurais dû te laisser finir sur la question, sur tester sur une catégorie. Quand tu dis tester le projet de jeu, c'est tester le jeu collectif, la Oui, finalité de ton projet en fait. c'est ça. Oui. D'accord. Oui, oui. Et ouais. Vas-y, je te laisse finir, Ouais, vas-y. ouais. C'est tester la finalité. Tester la finalité, donc à partir des intentions et de la philosophie qu'on aura définie au départ, on va amener ça, donc je fais par exemple des U13, tous les repères, donc je te parlais tout à l'heure sur les schémas offensifs, sur les repères collectifs, donc quand est-ce que je dois couper, quand est-ce que je vais là, quand est-ce que je fais ça, quel choix j'ai en fonction de la balle, de mes coéquipiers, en attaque et en défense, bien évidemment. Voilà, le tester, le pousser. Hein, forcément, les joueurs vont mettre du temps à l'appréhender. Hein, donc, il faut du temps, il faut une saison. Il faut au moins une saison. Ça dépend toujours pareil, ça dépend du niveau de vos joueurs. Des joueurs confirmés vont apprendre plus vite. Et donc, forcément, au mois de janvier, on aura déjà une idée de à quoi ressemble le jeu qu'on veut proposer. Bon, voilà, il faut quand même être patient. Et qu'est-ce qui te permet de confirmer que ça marche finalement? Est-ce que c'est cette équipe en 17 qui gagne tous les matchs et qui mise 50 points à tous les matchs et qui finalement te Alors, dit bah c'est gagné? Ou alors est-ce que si tu perds tous les matchs et que voilà, tu te dis bah finalement le projet n'est pas bon? Sur quoi tu te bases justement pour eh ben, ça va être un peu tous ces curseurs. C'est-à-dire que la première, ça va être une amélioration du niveau de jeu. Mais alors, pas forcément. Pour moi, si le projet de jeu est cohérent, les joueurs vont jouer le même basket. Donc, collectivement, l'équipe va monter d'un cran. Bon. Après, ça, c'est pas forcément l'intérêt d'un projet de jeu. C'est pas forcément d'être performant sur une équipe. Ce qui va être intéressant, c'est derrière de passer d'une catégorie à une autre. Donc, ce travail de performance et d'amélioration du niveau de jeu et des résultats, quelque part, on va l'avoir au bout de quelques années. Parce qu'on va avoir une amélioration dans la formation, parce que les joueurs vont être dans quelque chose qu'ils connaissent. Donc, on va optimiser le niveau de formation du club. On peut être plus performant sur une catégorie, mais on sait aussi que les générations ne sont pas toujours les mêmes. Donc, ça peut être trompeur des fois, parce qu'on va mettre quelque chose en place qui fonctionne. On se dit, bah, tiens, c'est super, ça marche. La génération d'après, elle est peut-être un peu moins forte, elle a moins d'années de pratique, et puis bah, ça ne marche plus d'un seul coup. Donc, il faut être capable de vraiment regarder tous les curseurs. Il faut juste voir si le projet de jeu est viable par rapport au niveau de formation du club. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes sur un niveau intermédiaire, région, ben voilà, est-ce que votre équipe arrive à s'en sortir à ce niveau-là? Est-ce qu'elle prend l'eau? Si elle prend l'eau à tous les matchs, ben effectivement, il faut peut-être réviser ses positions et revoir les choses, les priorités. Si par contre elle est dans les clous, ben peut-être que voilà, il faut
l'étoffer peut-être aussi. Ça va vous permettre de voir aussi qu'il vous manque certains aspects qu'on n'a pas encore, que vous n'avez pas développé et que vous allez pouvoir rajouter sur telle catégorie ou telle. Pour moi, le plus important, c'est le lien vraiment entre les catégories. L'intérêt d'un projet de jeu à l'échelle d'un club, c'est vraiment le lien et les passerelles qu'il va y avoir après entre chaque catégorie. Voilà. Est-ce que j'ai Ok. répondu à ta question? Oui, oui, tu as Est-ce que répondu. ouais. Il n'y a pas de souci. Autre point fort qu'il faut pour la mise en place d'un projet de jeu, former, échanger avec les entraîneurs au quotidien. Parce que, bon, ce que je disais tout à l'heure, hein, ça va vraiment créer un lien, ça va créer quelque chose de commun à tout le staff technique. À partir de là, faut vraiment, surtout les premières années, quand il n'est pas encore établi et qu'il y a encore en période de test, on va dire, il faut vraiment échanger régulièrement avec les entraîneurs. Donc, peut-être que certains clubs ne le font pas, mais il faut vraiment prendre le temps d'échanger, des réunions, mettre en place le playbook sur un vidéoprojecteur, par exemple, et regarder tous les schémas, échanger autour de ça, que les coachs puissent dire, ben voilà, moi j'ai essayé ça cette semaine sur les U15, ce match-là, ça n'a pas fonctionné. Bon, échanger les problématiques, les noter, tout conserver. Voilà. Il faut vraiment échanger autour de ça. Ça va former les joueurs à ce projet de jeu au fur et à mesure de la saison, comme les joueurs. Donc, quand on va le créer les premières années où on va le mettre en place, surtout la première saison, il faut vraiment, les entraîneurs sont novices de la même façon que les joueurs par rapport à ça. Donc il faut que tout le monde puisse l'appréhender. Voilà. Donc c'est important qu'on puisse vraiment échanger régulièrement les entraîneurs ensemble. Et pas seulement, alors ça peut être sur le terrain aussi, hein, vous pouvez faire une sorte de rassemblement avec les coachs et avec une catégorie, et vous travaillez sur le projet de jeu avec cette catégorie, vous les faites jouer, et vous faites des stops et vous échangez sur ça pendant la saison, et pendant cette petite séance de formation au projet de jeu. Pour moi, ça c'est important. La première année, quand je l'ai mis en place, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je vous disais, je l'ai fait tout seul. Donc, je voulais que vraiment les coachs le comprennent. Et bon, j'ai vu que c'était nécessaire, quoi, parce qu'on ça a beau être écrit, on ne comprend pas forcément la même chose. Entre ce qu'on perçoit, ça peut être vraiment différent. Donc ça nous a permis vraiment de vraiment poser le doigt et de dire concrètement qu'est-ce qu'on veut, dans quelle situation, comment les joueurs doivent jouer. Et, voilà. C'est vraiment important d'échanger entre entraîneurs. Voilà pour la mise en place sur le terrain. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez des questions par rapport à ça? Ouais. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est en effectif réduit là Ouais, c'est pour aujourd'hui, ça que donc je voilà, pas vous que. remettez votre micro. Pendant qu'il y en a qui réfléchissent peut-être sur les questions, moi je voulais savoir combien de temps ton projet de jeu il est viable. Est-ce que c'est un projet de jeu qui doit rester au club indéfiniment et qui doit marquer une certaine identité de club? Et donc du coup, si c'est une identité de club, est-ce que ça doit rester très longtemps? Si ça doit rester peu de temps, combien de temps? Voilà ma question. Alors, moi, je pense que à partir du moment où le projet de jeu devient vraiment une façon de jouer, c'est plus vraiment un projet, mais ça devient vraiment une façon de jouer. Alors pareil, c'est toujours pareil en fonction des objectifs du club. Si vous le déclinez sur vraiment toutes les catégories jusqu'à senior, je pense que c'est viable pendant 6-7 ans. Après, il faut se renouveler de toute façon. Il y a des nouvelles choses. Bon, les coachs, nous, on se renouvelle par les formations. Il y a des nouvelles façons de faire. Ce qui était faisable, ce qui se faisait il y a 20 ans, c'est plus d'actualité maintenant. Il y a une façon de jouer qui est différente. Donc, il faut toujours regarder un petit peu ce qui se fait à côté pour pouvoir s'en inspirer aussi et changer. Alors, je ne dis pas qu'on doit tout faire table rase du projet de jeu existant, tout envoyer valser et passer à autre chose avec une autre philosophie. Mais il faut peut-être le modifier, le changer certains aspects défensivement, même offensivement. Des deux côtés, on peut changer certaines choses, peut-être pas tout. Ça dépend aussi des projets du club. C'est-à-dire que si votre club a évolué entre-temps et qu'on est passé sur un club qui a un niveau un peu au-dessus parce que vous avez à côté de ça développé, vous avez plus de licenciés, que votre niveau de jeu grâce à ce projet de jeu s'est rehaussé, que vous êtes systématiquement en région avec vos jeunes, voire même vous jouez le premier rôle en région, que vous avez peut-être plus de moyens. Enfin, c'est tous ces curseurs-là qu'il va falloir identifier parce que peut-être que le projet de jeu, il va falloir l'étoffer ou le modifier parce qu'il sera plus viable à un certain niveau de pratique.
Voilà. Un projet de jeu pour un club qui est sur un niveau intermédiaire départ région, c'est pas le même que pour une équipe qui joue en championnat de France avec ses jeunes ou qui joue en Occitanie tous les ans, quoi, et qui a les enfants 4 à 5 fois par semaine, quoi. C'est pas on n'est pas sur les mêmes objectifs. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment l'adapter au niveau général du club et ensuite aux objectifs. Si le club a des objectifs et grimpe, réalise ses objectifs de montée, ben, il va falloir peut-être modifier le projet de jeu, quoi. Donc, ça, puis ça peut venir aussi d'une identité. Ce sont des personnes qui créent ce projet de jeu, donc ça peut aussi venir d'un autre groupe de travail qui arrive par la suite, parce qu'on sait qu'il y a du turnover dans les clubs aussi, et que ça peut venir aussi de quelqu'un qui a d'autres choses qui viennent d'ailleurs et qui a d'autres affinités avec le jeu et le basket, et qui va vouloir tenter de mettre sa patte aussi. Donc il faut pas, il faut. Ok. Faut pas croire que ça va être vitam aeternam, ça c'est sûr. Ouais. À partir de un club de combien de licenciés tu peux commencer à mettre en place un projet de jeu comme celui-là? Et surtout aussi ma deuxième question, c'est est-ce que si tu as une équipe en U11, une équipe en U13, tu n'as pas d'équipe en U15 et tu as une équipe en U17, est-ce que ce projet de jeu est viable? Est-ce on peut le mettre en place malgré le fait que tu aies une catégorie ou deux des fois peut-être en moins, alors que tu as défini des objectifs dans cette catégorie? Comment tu gères ces crises, on va dire? Bah moi, clairement, si c'est identifié comme ça, que j'ai un trou, je vais travailler avec les U11, U13 sur un projet de jeu. Je vais développer à fond avec cette catégorie, mais par contre, je ne le ferai pas avec les U17, par exemple. Parce qu'il n'y aura pas forcément de lien. Voilà. Donc, je vais démarrer, par exemple, sur des U11, U13, et ensuite, je vais essayer de combler les trous. Alors après, c'est toujours pareil, il faut voir aussi les objectifs du club, s'il y a vraiment une démarche de récupérer des joueurs, par exemple, pour assurer quand même qu'il y ait un certain nombre de joueurs et qu'il y ait chaque catégorie. Quand il y a des trous, c'est un peu problématique, ça c'est sûr. Quand c'est un trou de temps en temps, ça se gère. Après, quand il y a des trous régulièrement, bon, là, ça devient compliqué. Donc, vous pouvez passer sur un projet de jeu qui soit très formateur, où vous allez rester que sur U11, U13 par exemple. Parce que si le principal contingent de joueurs de licenciés que vous avez, c'est ce groupe-là, vous allez être à fond sur ce groupe-là. Et puis si en second temps, avec le futur, dans 4-5 ans, si votre club a un peu augmenté en licenciés et que vous commencez à combler les trous, vous allez développer votre projet de jeu sur les autres catégories. Je pense qu'à une centaine de licenciés, c'est viable. Une centaine de licenciés, et même si on joue en départ et que nos seniors jouent en D2, quelque part, bon voilà, même si c'est souvent les mêmes défenses, donc il n'y a pas 50 000 façons d'attaquer une zone non plus, donc c'est compliqué. Donner une identité de jeu en D2 senior, je sais que c'est compliqué, mais bon, voilà. Si c'est comme ça, vous pouvez vous arrêter à KD et il y aura une cohérence dans tout ce que vous faites jusqu'à KD de toute façon. Et après, voilà, les seniors, ça viendra plus tard si le niveau de pratique augmente dans votre club en senior, quoi. Okay. J'ai une question de Benoît. Ouais. Benoît, il me demande, est-ce que le projet de jeu doit être partagé ouvertement aux joueurs ou seulement avec l'encadrement? Non, il faut le... Alors, pas au début. Je pense qu'au début, il faut le garder un peu pour le staff, même si on peut expliquer aux joueurs qu'on est en train d'essayer des choses aussi, qu'on va peut-être revenir en arrière, parce que c'est pas facile, surtout quand vous êtes vraiment en apprentissage dans les jeunes catégories, de revenir en arrière, de casser des choses sur lesquelles on a un peu insisté pendant un mois et demi, puis revenir un peu en arrière parce que bon, on fait un peu marche arrière. Donc on peut quand même leur expliquer aux joueurs qu'on essaye des choses et que bon voilà. Je pense qu'il doit être partagé à partir de U13, U15. On peut vraiment partager ce projet de jeu. Moi, je l'ai eu fait et les joueurs se l'approprient. Ils ont les mêmes repères et donc, du coup, ils arrivent à échanger autour de ça. Et donc, du coup, ils comprennent mieux ce qu'on fait. Comprennent mieux ce qu'on fait à l'échelle du club. Ils identifient vraiment une façon de jouer club et puis ça fédère mine de rien parce qu'ils jouent le même basket. Donc quand ils viennent voir les copains jouer ou les copines jouer ou les plus grands, ils voient les mêmes choses sur le terrain. Alors, améliorer parce que si c'est une catégorie au-dessus, il y a d'autres choses. Le projet de jeu, c'est tough, mais ils arrivent à trouver des similitudes avec le basket que eux proposent le samedi ou à l'entraînement. Donc ça fédère autour d'une façon de jouer.
Ok. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Moi, je vais continuer mes questions. Est-ce que est-ce que tout le monde adhère? Par exemple, je prends des joueurs surtout. Justement, les joueurs ça relie un peu ça fait le lien avec la question qu'on a posée juste avant. Si on dit il y a des joueurs qui n'adhèrent pas au projet, c'est-à-dire qu'au projet de jeu, à la façon de jouer, comment toi tu vends le truc à tes joueurs, ou même des entraîneurs qui viennent de l'extérieur et qui ont, comme tu l'as dit, un autre vécu, une autre expérience, pour peu qu'il y en a certains qui ont joué le championnat de France, et du coup ils arrivent, ils ont leur façon de voir les choses, façon de voir le basket, et si tu leur vends quelque chose qui n'adhère pas, comment toi tu gères ça, donc Alors, salarié? ouais. Alors, je pense que je n'ai pas eu cette situation, mais maintenant, je la gérerais de la façon suivante. C'est-à-dire que si un coach arrive de l'extérieur et qu'il a une certaine expérience, il a peut-être des choses à apporter à mon club, en tout cas, et à mon projet de jeu. Donc, s'il peut, si il a des idées nouvelles sur la façon dont on doit modifier le projet de jeu, comment lui verrait les choses, un projet de jeu, c'est un projet. Il n'est jamais fermé quelque part. Il n'est jamais fermé. Même si on arrive à quelque chose d'un peu abouti à un moment donné, il faut toujours laisser des portes ouvertes sur des nouvelles façons de faire. Donc, à un moment donné, si le joueur, le coach arrive et dit, ben moi, je ferais plutôt comme ci, comme ça, et qu'il arrive à me démontrer que finalement, voilà, il a peut-être raison, eh ben, on essaye, toujours pareil. Et puis, si ça fonctionne, eh ben, ma foi, on le met en place par la suite, définitivement. Donc voilà. S'il est fermé, fermé parce que c'est pas sa philosophie, à un moment donné, il sait où il met les pieds quelque part. S'il arrive au club et qu'on lui dit voilà, il y a un projet de jeu, notre philosophie, c'est ça, c'est ça. Bon, quand il arrive au club, il adhère aussi au club. Donc il adhère aussi à sa façon de penser, à sa façon de communiquer, à sa façon de voilà. Donc ça, c'est aussi à lui de jouer le jeu dans ce sens. Mais maintenant, il ne faut pas être fermé. Il peut apporter des choses et ça peut largement améliorer le projet de jeu. Pour ce qui est du joueur, ça va être un peu la même chose. Alors sur les jeunes catégories, généralement, ils ne se posent pas de questions. Ils sont là pour jouer. À partir du moment où ils s'éclatent ensemble, parce que la vérité aussi, c'est que ce genre de projet de jeu, ça fédère collectivement, parce qu'ils ont vraiment l'impression de jouer vraiment ensemble, de comprendre, vraiment, ils vont s'intéresser à ce que font les copains. Donc c'est important. Quand un joueur est un peu, enfin, en U13, je pense qu'ils ont rarement, ou U11, même petite catégorie, ils se posent pas trop de questions, ils sont contents de jouer, ils gagnent avec les copains, ils perdent avec les copains. Bon voilà. Sur des joueurs un peu plus âgés, ils vont commencer peut-être à réfléchir un petit peu par eux-mêmes, si eux aussi sont capables d'apporter des choses. À un moment donné, c'est aussi s'approprier. Un joueur qui n'est pas trop en phase avec le projet de jeu, s'il est capable de m'apporter des solutions ou montrer des choses que je n'avais pas vues, et ben, ma foi, si elles sont cohérentes, peut-être que je les prendrai et qu'il aura raison. Mais c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il sera approprié quelque part le projet de jeu, qu'il aura vraiment voilà, réfléchi autour de ça. Et donc derrière, ben, il y aura il y aura un vrai échange. Donc encore une fois, ça crée un lien et un échange entre les coachs et les joueurs. Ça fédère autour de quelque chose de commun. Ok. Après, voilà, là où ce sera plus problématique, c'est quand on est vraiment sur des philosophies de jeu diamétralement opposées. Voilà. Ouais. Là, ça va poser Oui. des problèmes, que ce soit entre deux coachs ou entre un joueur et un coach. Bon, voilà. Ok. C'est Ça des cas quand même marche. assez Une rares. question, Oui, je sais pas si Romain. vous m'entendez. Ouais. Oui, je t'entends, Romain. Vas-y, Romain. Moi, si sur une même catégorie, donc tu as suffisamment de quantité, donc du coup tu as une équipe 1 et une équipe 2. Ouais. Souvent, bon, l'équipe 2, elle a, comment ça s'appelle, elle a un peu du retard technique. Mais est-ce que par rapport au projet de jeu, ben, la 1 et la 2 doivent avancer au même rythme ou non, justement, chacune à son rythme, au risque de créer l'écart entre ton équipe 2 et ton équipe 1? Alors ça va dépendre toujours pareil, de la programmation que tu fais. Si tes équipes s'entraînent ensemble ou pas. Déjà, ça va être déjà un premier facteur parce que si elles s'entraînent ensemble, bon, il va falloir que tu trouves voilà, des astuces pour faire évoluer tout le monde à la même vitesse. Si tu as créé un projet de jeu qui se décline sur, par exemple, deux catégories, tu as des U15, comme tu dis, avec deux équipes, ben, l'équipe 2, tu vas la faire travailler sur le projet de jeu des U13, par exemple. D'accord, ouais, je tu vas vois. redescendre d'un cran sur des contenus peut-être collectifs un peu plus simples, des outils techniques aussi peut-être un peu plus facile, Ouais, entre d'accord. guillemets, et puis au fur et à mesure. Mais par contre, il faut quand même régulièrement les intégrer.
régulièrement les intégrer avec le groupe au-dessus, de façon à ce que ça les tire vers le haut. Maintenant, si le projet de jeu est commun, le fond de jeu va être le même, d'accord? Et donc, quelque part, elles doivent réussir à s'exprimer ensemble, même s'il y a des écarts techniques. Même s'il y a des écarts techniques, elles doivent comprendre et jouer le même basket. Ensuite, il va y avoir, voilà, si tu es sur un groupe U15 par exemple, c'est sûr que tu vas commencer à aller un peu plus loin avec ton équipe 1 peut-être sur le projet de jeu. Donc c'est des choses que l'équipe 2 ne va pas savoir faire, mais sur le fond de jeu, elles vont réussir Ouais, ça sera pas perdu, quoi. D'accord. voilà. Donc tu Ouais, vas je pouvoir vois. régulièrement les mettre ensemble à l'entraînement sur des séances collectives où elles vont pouvoir, voilà, elles vont pouvoir Ok. s'exprimer ensemble. Ok. Moi, j'avais une dernière question. Si on est dans une structure, bon, en tout cas, le projet que tu nous présentes, c'est quelque chose qui peut adapter sur des structures de 100 licenciés, un club de 100 licenciés, jusqu'à 150, voire peut-être plus, et qu'on a des équipes de jeunes et des équipes seniors qui évoluent toujours au niveau départemental et qui ont toujours évolué au niveau départemental. Tu vas avoir des défenses qui vont être très sensiblement, des fois, des zones, voilà, en tout cas au niveau des U15, au niveau des seniors. Est-ce que ton projet de jeu et ton projet technique va être lié aussi à ce qui va être proposé sur la finalité, quoi. C'est-à-dire que des zones, est-ce que tu vas adapter ton projet technique en faisant beaucoup de travail de zone par rapport à ce que tu vas trouver ou pas? Alors, ça dépend comment tu le réfléchis ou tu le penses. Bien évidemment, il faut que tu t'adaptes à ce que tu rencontres le samedi, parce que on parle d'un outil pédagogique. Donc forcément, derrière, il faut que les joueurs puissent rencontrer les mêmes situations qu'en match. Maintenant, tu vois, par exemple, pour répondre aux problématiques de la zone, moi, je développerai du jeu rapide. Mais quand je dis vraiment développer du jeu rapide, c'est vraiment travailler là-dessus. Vraiment, ton projet de jeu, ça va être, en tout cas jusqu'à U15, ça va être vraiment que ça. Et quand je dis que ça, c'est que 80% de tes possessions, tu dois les jouer sur jeu rapide. Donc après, il faut faire des choix. Moi, je l'ai eu fait, par exemple, sur justement des situations où je travaillais, le projet de jeu, il était vraiment orienté sur du jeu rapide. Je joue avec 2, voire 3 meneurs sur le terrain. J'ai pas un seul joueur intérieur. Et vraiment, j'optimise, je vais à fond là-dedans. Et dans les outils techniques qui sont propres à ça. Donc vraiment, je vais à fond dans tout ce qui est finition près du cercle, à haute vitesse, dans le jeu réduit, et je développe vraiment toutes ces situations. Si je tire avant que le défense est revenu, il n'y a plus de zone. Tu vois, donc c'est bon, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Moi, ce serait comme ça que je le penserais. C'est-à-dire, parce que d'un point de vue pédagogique, pour une jeune équipe, alors peut-être pas pour des seniors, je parle, mais pour des jeunes, d'un point de vue pédagogique, et puis au niveau des fondamentaux, voilà, il vaut mieux de toute façon les faire courir. Donc, de toute façon, il vaut mieux avoir un jeu qui soit orienté autour de ça, plutôt que d'apprendre à attaquer une zone où, pour moi, ça, ils auront le temps de le faire plus tard, quoi. Ok, ça marche. Moi, de mon côté, j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Impeccable. Merci Olivier, on va terminer. Ouais. Merci Olivier du travail que tu as fait. C'est ce que j'essaie de mettre en avant J'espère que aussi sur c'était à tous peu les. près bon. Oui, Voilà. on a identifié ce que tu voulais nous faire passer comme message. Et voilà, et c'est vrai que s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, donc il va être diffusé sur les chaînes du Voilà, il y aura comité que ça. YouTube. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent, on pourra revoir ça un petit peu plus tard Puis il ne faut pas sur le. hésiter à me demander si jamais ou si vous avez besoin. Voilà. Faut Ok, pas hésiter. Hein. pas de souci. Mais voilà, je voulais te remercier du travail que tu avais fait et voilà, te Merci à remercier vous. de ton intervention. Ouais, si tu veux finir, t'as un petit mot peut-être Olivier pour finir ou pas ou. Alors, j'ai pas mis les points négatifs parce que quand j'ai cherché un petit peu, quand j'ai préparé un petit peu l'intervention, je n'ai pas trouvé grand-chose finalement de négatif, si ce n'est que ça peut vraiment mettre en place un projet de jeu. On peut, comme je disais, on programme pas mal de choses. Ça peut être un peu ronflant au bout d'un moment et on peut un peu s'enfermer là-dedans. Donc c'est pour ça que la question d'Anthony tout à l'heure par rapport au coach qui arrive de l'extérieur, avoir des nouvelles idées, c'est important. Que le projet de jeu soit vraiment vivant toute la saison. Donc ça peut être un aspect un peu négatif, c'est-à-dire que des fois, voilà, on peut rester un peu, ça peut devenir plan-plan, on se cache derrière ce truc-là, et puis voilà, année après année, on enchaîne sans se remettre en question. Ce qui est important, je pense, quand on encadre et qu'on forme des joueurs, c'est vraiment être dans la remise en question. Est-ce que ce que je fais fonctionne ou pas? Ok. Donc voilà, après Ça sinon, marche.
Rien de spécial. Ok, ben, on sait que tu es à Millau, donc si on a besoin de toi, on J'espère ira que dans là-bas. quelques saisons, vous pourrez identifier la façon de jouer de Millau. Ah ben attention, hein, on a vu ce que tu avais mis en place, donc on va comparer, ça c'est sûr. On va travailler Attention, ça, mais bon, c'est le travail de quelques saisons. Mais ben, oui, tu m'étonnes. forme. Pas de souci. Merci Olivier. Là, on continue nous la semaine prochaine avec un horaire un petit peu, on va différer un petit peu l'horaire, c'est qu'au lieu de commencer à 17h, on commencera à 18h. Voilà, comment tout le monde commence un petit peu à travailler. Il y en a qui vont peut-être qui vont à la plage, ceux qui sont proches de la mer. Donc voilà, 18h, 19h, ce sera le nouvel horaire. La semaine prochaine, c'est Julien Mahé. Julien Mahé, en fait, qui est entraîneur Pro B, de Pro B à Saint-Quentin et qui a été entraîneur de Gravelines pendant une saison et demie, qui viendra intervenir sur les tendances de la défense sur écran porteur. Voilà, les tendances sur la défense. Donc voilà, c'est une autre personne, une autre expérience et qui viendra un petit peu enrichir ce que l'on a commencé déjà à faire depuis un mois, voire un petit peu plus. Voilà. Merci à tout le monde, merci une nouvelle fois Olivier, et puis on se donne rendez-vous, j'espère, la semaine prochaine. Allez, à bientôt, ciao ciao.